Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'ensemble. Alors c'est quelque chose qui est un peu abstrait, on va voir toute la partie, très abstraite au début, histoire de fixer, le vocabulaire et les notations qu'on va utiliser au lycée. Mais, ensuite je prendrai des exemples, heu, en vous présentant les ensembles de nombres et aussi je vous présenterai des exemples d'ensembles de résultats d'expériences aléatoires, hein. C'est quelque chose qu'on utilise quand on fait des probabilités. Alors, on va d'abord voir le vocabulaire et les notations, dans le cas, vraiment très général. Je vous propose comme définition d'un ensemble celle-ci, hein. Un ensemble, c'est une collection d'objets distincts. Alors, pour être un peu plus précis, voici une définition que j'ai trouvée dans mon petit Robert. Un ensemble, c'est une collection d'éléments en nombre fini ou infini. Effectivement, on va voir qu'il y a des ensembles finis et des ensembles infinis. Donc ces éléments sont susceptibles de posséder certaines propriétés et d'avoir entre eux, ou avec des éléments d'autres ensembles, certaines relations. Bon, mais qu'est-ce qu'un élément? Donc un élément, c'est un des objets qui constituent un ensemble. Bon, un ensemble, c'est une collection d'objets et un objet, un ensemble, c'est une collection d'éléments et un élément, c'est quelque chose qui constitue un ensemble. Donc voilà, un ensemble, c'est un ensemble de trucs, d'objets, d'éléments. C'est pas très clair tout ça. Ça peut être n'importe quoi en fait, on peut envisager des ensembles d'élèves, des ensembles d'objets, des ensembles de nombres, hein, bien sûr, c'est ça surtout qui va nous intéresser, des ensembles de couleurs. Alors voilà, par exemple, un ensemble de couleurs, jaune, rouge, bleu. Donc je vais vous présenter la façon dont on peut le schématiser sous forme de patate. Donc ici, j'ai pris les 3 couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu, que je dessine un peu comme des points en géométrie. Vous voyez, je les place dans mon plan de la feuille là. Ici, c'est l'élément jaune, donc cette petite croix là, ça désigne la couleur jaune. Ici, ça désigne la couleur rouge et ici, la couleur bleue. Et je décide de les regrouper, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une patate, ça a la forme d'une patate. Voilà, si je réunis ces 3 couleurs, eh bien, voilà, j'ai mon ensemble des couleurs primaires. On peut nommer un ensemble par une lettre majuscule. Par exemple, ici, je vais dire que cet ensemble, je vais l'appeler P, hein, comme primaire. Et moi, j'aime bien le dessiner comme ça, avec une petite étiquette, en disant voilà, cet ensemble de ces 3 éléments, couleur jaune, couleur rouge, couleur bleue, je l'appelle P, comme primaire. Bien. Si c'est un ensemble fini, c'est-à-dire j'ai un nombre fini d'éléments, je peux énumérer les éléments entre accolades. Les accolades, c'est ça. Donc c'est pas des parenthèses et c'est pas des crochets, hein. C'est un nouveau truc, ce sont des accolades. Donc par exemple ici mon ensemble P, je peux l'écrire comme ça. P est égal à, j'ouvre une accolade et là je cite, j'énumère les 3 éléments qui sont contenus dans mon ensemble P, rouge, jaune, bleu. L'ordre n'a pas d'importance, on le reverra plus tard, j'aurais pu mettre jaune, rouge, bleu ou bleu, jaune, rouge ou peu importe, ça ne compte pas. Le nombre d'éléments d'un ensemble fini, donc c'est-à-dire quand on peut compter le nombre d'éléments, on appelle ça le cardinal de l'ensemble. Donc ici, par exemple, mon ensemble P contient 3 éléments, donc on pourrait noter cardinal de E, n'importe quoi, cardinal de P est égal à 3. Bien. Alors, envisageons d'autres exemples pour envisager les autres notations. J'ai dessiné ici un ensemble A qui contient 3 éléments. X, Y, Z. Bon, on n'a qu'à considérer que ce sont des lettres, hein, voilà. J'ai un ensemble de 3 lettres, X, Y, Z. J'ai besoin de représenter cet ensemble B qui contient A, B et Z. Alors là, on voit que Z, il est déjà dessiné ici, dans le plan de ma feuille. Donc je ne vais pas le redessiner. Un peu comme en géométrie, hein. Quand on est dans une figure, s'il y a déjà un point qui s'appelle D, et que mon point D me sert à faire un autre morceau de la figure, je ne peux pas mettre un deuxième point D dans la figure. Là, c'est un peu la même idée. Mon point Z, il est déjà représenté ici. Donc, pour dessiner l'ensemble B, je vais me contenter de rajouter les 2 éléments A et B à l'extérieur de A, parce que mes éléments A et B ne sont pas contenus dans mon ensemble A. Donc, on fait comme ça. Et on dessine B comme ça, qui chevauche, hein, qui recouvre une partie donc, de l'ensemble A. Donc là, on retrouve aussi les notations de géométrie, hein, de 6e. On va dire que l'élément X appartient
à l'ensemble A. Par contre, l'élément X n'appartient pas à l'ensemble B. Hein. X, il est bien dans A, mais il n'est pas dans B. De la même façon, on pourrait noter que l'élément Z, qui est là, il appartient à l'ensemble A, et il appartient aussi à l'ensemble B. Hein. On le voit que ici Z, il est dans A, et que Z, il est dans B aussi. Alors, ça nous amène à définir ce qu'on appelle l'intersection de deux ensembles. Donc, l'intersection de deux ensembles A et B, c'est l'ensemble constitué des éléments qui appartiennent à A et à B, à la fois. D'accord? Les éléments qui appartiennent à cet ensemble, à ce nouvel ensemble qui s'appelle l'intersection, il faut que ce soit des éléments de A et de B en même temps. Donc ici, ben, on le voit ici, dans la notation entre accolades, que dans notre cas, dans notre exemple, il n'y a que l'élément Z qui appartienne à la fois à l'ensemble A et à l'ensemble B. On le voit ici et on le voit aussi ici. Hein. La zone où ça se chevauche, c'est ça, le croisement, hein, l'intersection de ces deux ensembles. Il n'y a qu'un seul élément, c'est Z. Donc on va le noter comme ceci. A inter B est égal à un ensemble qui ne contient qu'un seul élément, Z. On appelle ça un singleton, je vais le repréciser tout à l'heure. Donc c'est comme un espèce de U à l'envers et ça se prononce inter. Donc A inter B, c'est un ensemble qu'on appelle l'intersection de A et de B et c'est ça. D'accord? C'est au croisement des deux, là où ça se recoupe. C'est l'ensemble de tous les éléments qui sont à la fois dans A et à la fois dans B. Bien. Autre chose que l'on définit à propos d'ensemble, c'est leur réunion. La réunion de deux ensembles, c'est l'ensemble constitué des éléments qui appartiennent à A ou à B. En fait, là, on réunit les deux ensembles, hein, c'est-à-dire qu'on prend tout. On prend tous les éléments qui sont dans A ou qui sont dans B. Donc on prend tout. Donc on le voit bien ici, en fait, que notre ensemble, notre réunion, qu'on note comme ceci avec un U, c'est le même symbole que l'intersection mais à l'envers, c'est le U comme le U de union. Donc A union B, c'est tout ça. Donc je remets tous mes éléments, hein, X, Y, Z, A et B. Le Z, je ne l'écris pas deux fois. Hein. Il est là, il appartient à la fois à A, il appartient à B, je l'écris qu'une seule fois. Je pourrais l'écrire dans l'autre sens. Je pourrais décider de remettre mes éléments dans l'ordre alphabétique. L'ordre des éléments dans les accolades n'a pas d'importance. Alors, je vais décocher ça. Alors, ensuite, oui, toujours dans le vocabulaire à connaître, un ensemble constitué d'un unique élément s'appelle un singleton. Donc ici, par exemple, A inter B, c'est le singleton Z. D'accord? Il n'y a qu'un seul élément. Et un ensemble constitué de deux éléments s'appelle une paire. Un ensemble particulier aussi, c'est l'ensemble qui ne contient aucun élément. On l'appelle l'ensemble vide et ça se note comme ceci, un rond barré d'un trait. Alors, j'ai besoin d'un autre ensemble là pour présenter la suite. Donc j'ai besoin de considérer l'ensemble C, la paire hein, AB, qui contient donc ces deux éléments A et B. Donc vous voyez, il est ici. Donc je vais le redessiner comme ceci. Voilà mon ensemble C. Et là, donc première chose, oui, on peut en profiter pour remarquer que A inter C, c'est l'ensemble vide, parce que je n'ai pas d'éléments qui appartiennent à la fois à C et à A en même temps. Ils en ont aucun de commun. On le voit aussi ici. Ça ne se recoupe pas, ça ne se croise pas, ces deux ensembles. Donc on dit que leur intersection est vide. A inter B, c'est l'ensemble vide. Alors, oui, la définition de ce qu'on appelle la notion d'inclusion. Hein, généralement, un ensemble E est inclus dans un ensemble F si tous les éléments de E appartiennent à F. On dit que E est une partie de F ou que E est un sous-ensemble de F. Donc ici, typiquement dans mon exemple, l'ensemble C, on voit bien qu'il est inclus entièrement dans l'ensemble B. Vous voyez, on le voit aussi ici. C, c'est la paire A et B, et on voit que c'est entièrement contenu dans l'ensemble B. Donc ça se note comme ceci. E est inclus dans F, dans le cas général, hein, quand E est inclus dans F. Et donc, dans mon exemple ici, on noterait que l'ensemble C est inclus dans l'ensemble B. Tous les éléments de C
appartiennent également à l'ensemble B. Alors, on va faire le point sur toutes ces nouvelles notations que vous devez connaître. D'abord qu'on peut nommer, enfin citer tous les éléments d'un ensemble. Donc voilà, quand on note un élément, pardon, on l'écrit avec une croix dans une patate, comme un point en géométrie. Un ensemble, on le nomme avec une lettre majuscule. On cite, quand un ensemble est fini, on peut énumérer tous ces éléments entre accolades. Le symbole appartient, que vous devez connaître, et le symbole n'appartient pas. Le symbole inter, qui désigne l'intersection, hein, le croisement. Le symbole union. Le symbole ensemble vide. Et enfin, le symbole est inclus dans. Hein, l'ensemble E est inclus dans F. Ici, l'ensemble C est inclus dans B. C'est quand il est vraiment entièrement contenu dans l'autre ensemble. Bien. Donc là, on a fait le tour de tout ce que vous devez connaître au sujet des ensembles et qui reviennent, enfin toutes ces notations reviennent à l'occasion quand on parle notamment d'ensemble de nombres. Donc là, je vais faire un petit rappel sur les ensembles de nombres. Vous connaissez déjà donc l'ensemble des nombres entiers naturels que l'on note grand N et qui contient donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à l'infini. Donc voilà un exemple d'ensemble infini. On ne peut pas donner son cardinal, on ne sait pas combien il a d'éléments, il en a une infinité. Je peux le schématiser avec une patate comme ceci, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. On a appris aussi qu'il y avait les mêmes mais en négatif. Donc, et quand je regroupe tout ça, tous les positifs et tous les négatifs, ça me donne l'ensemble des nombres entiers relatifs que l'on note avec un Z. Ça vient du mot allemand, qui veut dire nombre, je crois. Il y a aussi les nombres décimaux, donc tous les dixièmes, les centièmes, les millièmes, etc. Ça correspond à tous les nombres qui ont une écriture à virgule qui s'arrête. Donc j'en ai mis par exemple, ici j'ai mis moins 0,1, moins un dixième, 49 centièmes, et puis par exemple 9,451, que je pourrais mettre en écriture fractionnaire en disant que c'est 9451 millièmes. Donc tout ça, ça contient aussi tous les autres, hein, parce que par exemple moins 1, je peux dire que c'est moins 10 dixièmes. 4, c'est 40 dixièmes. Donc tout ça, ce sont aussi des nombres décimaux. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les autres fractions qui correspondent à des nombres à virgule qui ne s'arrêtent jamais, hein, comme un tiers ou 93/57e. Donc tous ces nombres-là, on les appelle les nombres rationnels. Ce sont tous les quotients d'un nombre entier relatif par un nombre entier non nul. Et c'est tous ceux dont l'écriture à virgule ne s'arrête pas. Donc pour rappel, hein, tous les nombres qu'on a vus avant, on peut les transformer en fractions. Il suffit de dire que c'est ce nombre-là sur 1. D'accord? Donc tous ceux-là qu'on a vus font partie des nombres rationnels. On peut les envisager comme des fractions. C'est très utile, hein, cette petite astuce. Ça revient très très souvent dans les calculs. On a souvent besoin de se rappeler de ça, hein, qu'un nombre, un nombre entier, un nombre relatif, un nombre décimal, on peut le transformer, enfin le mettre sous forme de fraction en disant que c'est sur 1. Mais il y a aussi d'autres nombres qu'on ne peut pas mettre sous forme d'une fraction. Par exemple, racine de 2, pi, ou tous les nombres qui sont une somme ou une soustraction d'un nombre et d'une racine carrée, comme 1 moins racine carrée. Tous ces nombres que l'on va fréquenter beaucoup à partir de la seconde, on appelle ça donc les nombres réels. C'est tous les nombres qui peuvent mesurer une longueur, mais aussi tous leurs opposés, hein. On pourrait envisager moins racine de 2, moins pi, etc. Et on va voir qu'en fait, ça correspond à tous les points de l'axe des abscisses. On va revoir ça dans un instant. Donc, on le nomme R. Et c'est cet ensemble de nombres-là qu'on utilise tout le temps en seconde, hein, surtout quand on étudie les fonctions. On va vous dire cette telle fonction est définie sur R. Ça veut dire que tous les nombres réels ont une image. Bien. Juste pour finir avec les ensembles de nombres, l'ensemble des nombres entiers naturels est inclus dans l'ensemble des nombres entiers relatifs, qui lui-même est inclus dans l'ensemble des nombres décimaux, qui lui-même est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels, qui lui-même est inclus dans l'ensemble des nombres réels. Voilà. Ouf! Bien, ce que nous devons voir maintenant, c'est la représentation de ces ensembles de nombres, mais sur une droite graduée.
Alors, rappelez-vous, vous connaissez depuis longtemps ce qu'on appelle l'axe des abscisses, où on peut mettre ici, 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 etc. tous les nombres entiers naturels. OK? Donc là, sur cette droite-là, pour l'instant, enfin, mes nombres entiers naturels, ils sont juste là. C'est ce point-là, ce point-là, ce point-là, etc. jusqu'à l'infini. Mais il n'y a rien entre, hein. Si on considère que les nombres entiers naturels, il n'y a rien de ce côté, et puis il n'y a rien entre 0 et 1, il n'y a rien, il n'y a pas de nombre. On va voir comment on va rajouter tous nos ensembles de nombres qu'on vient de voir là-dessus pour arriver à ce qu'on appelle la droite des réels et qui est quelque chose qu'on utilise tout le temps au lycée et qui n'est pas forcément toujours bien expliqué. Donc là, c'est mon objectif, c'est de vous expliquer ça une bonne fois pour toutes. Donc sur ma droite là, de l'autre côté du zéro, si je mets tous les opposés de ces nombres-là, ben, du coup, j'ai tous mes nombres entiers relatifs. Je vous rappelle la notion de distance à 0 que vous avez vue normalement en 5e. La distance à 0 de 4, c'est 4. Pourquoi? Parce que, donc ici, j'aurai le point de ma droite qui correspond au nombre moins 4. Il y a le moins parce qu'on est de ce côté-là du 0. Et 4, c'est la distance à 0. C'est parce que la distance entre le 0 et ce point-là, c'est 4. OK? Alors, donc là-dedans, je considère que là, à l'intersection de mes tirés, ces nombres entiers relatifs. Mais j'ai aussi tous les nombres décimaux, tous les dixièmes, tous les centièmes, tous les millièmes, tous les 10 millièmes, etc. Tous les millionièmes, tous les milliardièmes. Donc ça fait encore plein de nouveaux nombres, les nombres décimaux. Donc là, j'en ai mis un, par exemple, moins 351 centièmes. Mais il y a tous les autres, tout ce qu'on peut imaginer de dixièmes, de centièmes, du côté positif et du côté négatif, ben ça rajoute là, ça en rajoute plein. Mais quand même, il y a encore des trous, il n'y a pas tout là. Donc, il faut rajouter aussi tous les nombres rationnels, bah, par exemple moins un tiers, mais tout ce qu'on peut imaginer comme fraction, toutes les façons différentes de couper en un certain nombre l'unité et puis de prendre un certain nombre de parts, ben là ça rajoute. Ça rajoute tous les nombres qu'on n'avait pas dans l'ensemble des nombres décimaux et on en rajoute avec donc ces nombres rationnels. Et puis il y a aussi les nombres réels. Alors là, j'ai mis racine de 2 et pi. Et je vous disais donc précédemment que tous les nombres réels, ça correspond à toutes les longueurs. C'est-à-dire que là, on peut prendre n'importe quel point, ça correspond forcément à une longueur. Ben, la longueur entre le point qu'on a pris et 0. Imaginez qu'on zoome, on arrivera forcément à un point, quelque part, qui est à une certaine distance de 0. Et pour vous expliquer ça, je vais vous montrer que racine de 2, c'est bien une distance. Hein, racine de 2, c'est ça. C'est la diagonale d'un carré de côté 1. Je vous laisse refaire le petit Pythagore pour vous en persuader. Mais ça, cette distance-là, cette longueur de la diagonale-là, c'est racine de 2. Si avec un compas, je fais descendre, enfin je reporte cette distance-là ici, ben c'est ça, c'est exactement mon nombre racine de 2. Et pi aussi, c'est une longueur, c'est une mesure de longueur. Pi, c'est ça. C'est la longueur c'est la circonférence d'un cercle de rayon 1,5 ou de diamètre 1. Donc là, mon petit rond vert là, le tour, si je le coupe ici et puis que j'étire un petit peu, j'arriverai exactement là, à pi. Bien. Donc, vous devez bien comprendre que la droite des réels, c'est tout ça. Et que si je zoome et que je zoome et que je zoome, je n'ai pas de trou. D'accord? Tous les points, partout, depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini, il y a forcément un nombre réel quelque part. C'est continu. Hein, il n'y a pas de trou dans cette droite des réels. Et maintenant, si vous avez bien compris ça, on peut définir la notion d'intervalle là-dessus, sur cette droite des réels. Hop. Par exemple, je considère tous les nombres qui sont là. Tout cet ensemble d'infinités de nombres qui sont compris entre moins 4 et 2, bah c'est ça un intervalle. Il faut juste préciser si les deux extrémités, le moins 4 et le 2, est-ce qu'on les prend avec ou pas. Donc moi dans mon exemple, je les ai pris avec. Je vais considérer l'ensemble de tous les nombres réels x tels que moins 4 est inférieur ou égal à x est inférieur ou égal à 2,
On peut dire aussi x est compris entre -4 et 2. Et comme c'est inférieur ou égal, ça veut dire que ici, le point -4, je le prends avec. Et ici aussi, le nombre 2, le point 2 sur sa droite des réels, je le prends avec. Donc ça se dessine avec des crochets fermés vers l'intérieur et l'intervalle se note -4, 2 entre crochets fermés également. Donc on nomme les intervalles avec des lettres. Donc en général, le premier de l'énoncé ou le premier de l'exercice, on l'appelle i, puis s'il y en a d'autres, on prend les lettres qui suivent. Donc ici, par exemple, j'appelle i mon intervalle bleu, là, -4, 2. Et là, je peux réutiliser tout ce qu'on a vu précédemment de vocabulaire et de notation sur les ensembles, hein, ce qu'on avait dessiné en patate. Ben, tout ça, ça marche aussi avec les intervalles. Les intervalles, ce sont des ensembles. En fait, l'intervalle i, c'est un sous-ensemble de R. Donc je pourrais l'écrire comme ceci. I, mon intervalle i, est inclus dans R. Je peux aussi me demander si tel ou tel élément, donc ici tel ou tel nombre, appartient ou pas à mon intervalle i. Par exemple, pi, on voit bien qu'il est à l'extérieur, il n'est pas dedans. Donc on dirait l'élément pi n'appartient pas à l'intervalle. Pi n'est pas dans l'intervalle i. En revanche, racine de 2, qui est bien compris entre -4 et 2, on le voit là, on dirait que racine de 2 appartient à i. Je continue. On va voir aussi qu'on peut parler d'intersection et de réunion. Si je considère maintenant un intervalle j, 0, 5. Alors ici, je considère l'intervalle ouvert. C'est-à-dire que je m'intéresse à tous les nombres qui sont compris entre 0 et 5, mais je ne veux pas le 0 et je ne veux pas le 5. Donc, on peut le dire aussi comme ça, j est l'ensemble des nombres x tels que x est compris strictement entre 0 et 5. Et ça se dessine comme ça. 0. Alors pourquoi c'est pas... Ah si, c'est ça. C'est bien calé. C'est bien là. 0 et 5. Oui, 0 et 5. Et ça se dessine avec les crochets ouverts vers l'extérieur parce que je ne veux pas prendre, avec mon intervalle, je ne veux pas prendre le 0 et le 5. Donc je mets les crochets ouverts vers l'extérieur. Et là, je peux m'intéresser d'une part à l'intersection de ces deux intervalles, ces deux ensembles, donc I inter J. Donc on le voit ici, c'est un ensemble infini de nombres qui sont à la fois dans I, dans le bleu, et à la fois dans J, dans le jaune. Donc on le voit très bien ici sur le dessin. C'est pour ça que c'est important de refaire les dessins, même si vous ne faites pas à l'échelle, si vous placez bien les nombres dans l'ordre, ça suffit. Hein. I inter J, c'est l'intervalle 0,2. Alors on veut bien prendre le 2, on le voit ici, le crochet il est fermé vers l'intérieur, mais on ne veut pas du 0. Donc I inter J, c'est 0,2, mais ouvert en 0. Et si je m'intéresse maintenant à la réunion de ces deux ensembles, de ces deux intervalles, I union J, ben je veux prendre tous les nombres qui appartiennent à I ou qui appartiennent à J. Donc là, je réunis les deux intervalles. Je réunis tout ça. Donc mon intervalle, la réunion, la I union J, c'est -4, 5. C'est tout ça. C'est de là jusque là. Je prends tout. Je réunis les deux. Ok. Bon, j'espère que c'est plus clair. Allez voir la vidéo d'Yvan Monca sur les intervalles aussi. Là, il fait plein d'exemples, il explique très bien. Ça vous donnera, voilà, ça vous fera des exercices à faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur ce qu'on appelle la droite des réels, qu'on dessine comme ça sur comme un axe des abscisses, mais où on considère tous les points, tous les points, tous les points, tous les points. Et c'est ça en fait, c'est R, l'ensemble des nombres réels. Il nous reste à voir les ensembles d'issues, parce que là aussi, c'est une partie de ce qu'on fait en seconde, hein, quand on fait les probabilités, où on a besoin de connaître et de faire le lien avec le vocabulaire et les notations des ensembles. Donc en probabilité, l'ensemble des issues, c'est-à-dire des résultats d'une expérience aléatoire, on appelle ça l'univers, et on le note souvent avec la lettre grecque oméga, comme ceci. Donc je vais vous donner 3 petits exemples. Premier exemple, si mon expérience aléatoire, c'est un lancer de dés, ben mon univers, c'est ça. Les résultats possibles, alors évidemment un dé classique, hein, un dé à 6 faces, cubique. Les résultats que je peux avoir, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça s'écrit comme ça, avec les notations qu'on a vues au début pour les ensembles. Là, c'est bien un ensemble de résultats.
Si mon expérience aléatoire, c'est un lancer de pièces, bon bah là, j'ai 2 résultats possibles, c'est pile ou face, donc on l'écrirait comme ça. Dans ce cas-là, oméga, c'est pile, face. Troisième expérience aléatoire possible, si on fait tourner cette roue, qui est coupée en plusieurs quartiers comme ça, il y a plusieurs couleurs. Donc on fait tourner, on peut tomber soit sur le jaune, soit sur le vert, soit sur le blanc, soit sur le bleu, avec des probabilités différentes, mais là, c'est pas l'objet de la vidéo. Là, ce qui m'intéresse, c'est de décrire l'ensemble des résultats possibles, l'ensemble des issues. Donc ici, oméga, c'est l'ensemble des couleurs jaune, vert, bleu, blanc. Alors, vous verrez qu'en probabilité, on aime bien aussi le représenter comme ça, l'univers, avec un arbre, l'arbre des possibles. Si je suis là, ça se lit comme ça, de gauche à droite. Je suis là, il s'est encore rien passé, je m'apprête à faire tourner la roue, et ben en fait, j'ai 4 futurs possibles, hein. Si je suis là et que j'ai pas encore fait tourner ma roue, je peux quand même prédire que soit je vais avoir du jaune, soit je vais tomber sur du vert, soit sur du bleu, soit sur du blanc, hein. Ça se lit comme ça, de gauche à droite, un peu comme, t tous les toutes les possibilités, tous les futurs possibles, hein. Quand on est là, on n'a pas encore lancé, mais on sait déjà que ça sera un de ces 4 résultats. Alors, on définit des événements en probabilité, et les événements, ce sont des sous-ensembles de l'univers. Donc par exemple ici, mon événement E, c'est la couleur obtenue est primaire. Alors, je vous fais le lien avec l'ensemble des couleurs primaires qu'on avait vu tout au début, rouge, jaune, bleu, que j'avais appelé P. Eh bien, E, l'événement E, c'est l'intersection entre les résultats possibles et l'ensemble des couleurs primaires, hein, c'est ça. Je veux que ma couleur que j'obtiens, donc qui est une de ces 4 là, soit primaire. Donc je veux à la fois obtenir une couleur possible avec ma roue et qu'elle soit primaire. Donc on pourrait le noter comme ça. Oméga inter P. Et donc ça se réduit à jaune-bleu. Voilà mon événement jaune-bleu. Voilà. Et donc évidemment, mon événement est toujours inclus dans mon univers, hein. Bah voilà, on a fait le tour. C'est fini pour cette vidéo. Heu, Retenez le vocabulaire qu'on a vu au début et les notations, parce qu'on s'en sert pour les intervalles et parce qu'on s'en servira pour, les probabilités. Voilà, c'est fini. À bientôt.